Ceci est un livre audio autogénéré par Google. 1. Les archives, instruments des politiques publiques. La protection juridique du vin par les appellations et les marques, conjuguer la tradition et la modernité. Jocelyne Queyron. En quoi les archives peuvent-elles concerner les titres de propriété intellectuelle que sont les appellations d'origine et les marques commerciales? En quoi l'actuelle propriété industrielle utilisée pour protéger les produits vitivinicoles se fonde-t-elle sur des éléments historiques? La référence à l'histoire a-t-elle encore cours, dans le domaine très particulier des appellations d'origine et des marques? D'ordinaire, le juriste aime à démontrer que la notion qu'il étudie trouve ses racines dans le passé, qu'elle y a été forgée, et que la technique s'y est peaufinée. Tout se passe comme si l'ancienneté d'une norme ou d'une technique juridique lui conférait une certaine légitimité. Par exemple, les contrats trouvent leur source dans le Code civil de 1804, certes, mais nous aimons à préciser que nombre de règles qui y figurent sont déjà présentes dans les instituts justiniens. Finalement, lorsque les problèmes posés sont les mêmes que dans les temps anciens, il n'y a pas lieu d'envisager d'autres solutions que celles qui avaient été adoptées avec succès. Les marques et les indications géographiques, AO, IG, sont des titres de propriété industrielle, toutes deux classées dans la catégorie des signes distinctifs et qui ont donc pour finalité de permettre aux consommateurs d'identifier aisément le producteur d'un bien ou d'un service. Toutefois, marques et appellations diffèrent quant à leur nature et donc quant à leur régime. Il conviendra d'abord de vérifier si des techniques analogues aux appellations d'origine et aux marques existaient dans le passé. Il faudra ensuite démontrer que dans les appellations actuelles, la dimension historique est un élément constitutif nécessaire, et qu'enfin pour ce qui concerne le commerce des vins tout particulièrement, les marques font volontiers une référence explicite à l'histoire. 3. 1. Ancienneté de l'usage de la mention de la provenance des vins. Les travaux de nos collègues archéologues ont mis en lumière l'ancienneté de la viticulture et de la vinification, dans les sociétés humaines du bassin méditerranéen d'abord, puis dans des régions plus septentrionales. L'Antiquité connaissait bien le vin, et une différence très nette était faite entre les vins ordinaires et les vins de qualité. Les contenants antiques eux-mêmes attestent de cette nette distinction de qualité. Les vins fins étaient commercialisés et expédiés en amphores, tandis que les vins plus communs étaient exportés dans des dolias, sortes de grandes jarres fixées sur les navires chargés du commerce de vin, préfigurant les futurs navires pinardiers qui firent les grandes heures de certains ports. Les amphores contenaient donc des vins de meilleure qualité, et elles étaient utilisées comme des récipients qui permettaient à la fois le stockage et le transport. Après usage, elles étaient pilées et transformées en matériaux de construction, mais pendant le transport, elles constituaient également un support de communication, car dans l'argile était gravé l'équivalent d'un bon de fret maritime. Au cours de la période hellénistique, les grands vins étaient commercialisés dans des amphores de forme spécifique, système repris, par certaines appellations d'origine qui ont adopté une forme de bouteille dite syndicale pour commercialiser leurs vins. Des marques étaient apposées sur les anses de l'amphore et désignaient la cité d'origine en la représentant à l'aide d'un symbole ou par la seule apposition du nom de la cité. Les timbres apposés sur les amphores reprenaient également ce symbole. À l'époque romaine, les amphores ne portent plus systématiquement de timbre et lorsqu'il existe, ils n'indiquent plus une cité d'origine, mais le nom du propriétaire du domaine expéditeur ou celui du négociant. Les vins sont désormais identifiés par des inscriptions peintes en rouge ou en noir sur les cols des amphores. Les titulis qui permettent de connaître leur contenu, leur origine, la qualité du vin et parfois son âge. Lorsqu'il s'agissait de vins prestigieux, la date de la mise en amphore pouvait également être indiquée. Le commerce du vin suppose donc que des indications soient portées à la connaissance de l'acheteur, et la qualité et l'origine, qui semblent liées, sont des éléments essentiels. La plus ancienne appellation régionale inscrite sur une amphore romaine est celle d'un vin de Falerne, Falernum, vendangé en 102 avant notre ère. On a ainsi découvert, dans les vestiges de Pompéi, une carte des vins peinte dans une taverne annonçant le prix des vins en monnaie locale, l'as. Pour 1, vous pouvez boire du vin, pour 2, vous pouvez boire le meilleur, pour 4, vous pouvez boire du Falernum. Falernum était un des grands crus connus de l'époque,
et valait donc 4 fois le prix d'un vin ordinaire, 2 fois celui du meilleur. On note ici que les techniques de marketing étaient rodées. Il y avait déjà meilleur que le meilleur. On peut donc penser que ce vin était un grand cru, bien que la première liste de ces vins exceptionnels n'ait été établie que plus tard. D'après Horace, ces grands crus antiques étaient le Falerne de Campanie autour de Naples, le vin des Monts Albins et le Sécube du Latium autour de Rome. D'autres auteurs de la même époque signalent d'autres régions produisant de grands vins. Les vins du Mont Massic et de Calès, également en Campanie, le vin de Tarente, de la région des Pouilles, hérétique, produit près de Vérone. Au 1er siècle, Pline l'Ancien établit un nouvel inventaire plus étoffé, et c'est Dioclétien qui dresse la dernière liste des grands vins de l'Antiquité en 301 dans laquelle figure toujours le Falerne. Il semble donc que l'origine des vins soit parfois une garantie de qualité, et qu'elle soit portée à la connaissance des acheteurs comme information et argument de vente. Le Moyen-Âge a été une période de grand progrès dans la qualité des vins, dû pour la plupart au travail des religieux qui ont considérablement amélioré les pratiques culturales et les méthodes de vinification. Les grands évêques du Haut Moyen-Âge étaient également de grands viticulteurs. Le vin a une fonction liturgique, mais également une fonction diplomatique. Il est un produit de prestige que l'on doit offrir aux hôtes de qualité. Les cités épiscopales sont entourées de vignes, puis des foyers viticoles secondaires se développent autour des foyers de chanoines et autour des résidences secondaires des évêques. Au Moyen Âge, alors que le vignoble régresse partout, la viticulture survit grâce au travail de culture et de valorisation mené par les communautés religieuses. La région de Bourgogne atteste de ce travail. Les vins sont connus, et leur qualité est clairement identifiée en fonction de leur origine. En témoigne, par exemple, le poème d'Henri d'Andely, Trouvère normand, qui compose en 1225, en l'honneur de Philippe Auguste, la bataille des vins, qui établit une sorte de classement des différents vins, de leur réputation et de leur qualité. On se souvient que Louis XIV a proclamé que le vin hongrois Tokai était le vin des rois et le roi des vins. Le vin de Champagne connaît un grand succès auprès des personnes fortunées, dès qu'il devient effervescent au XVIIe siècle. Voltaire en dira: de ce vin frais, l'écume pétillante de nos Français est l'image brillante. Plusieurs éléments sont donc présents dès les temps très anciens. L'indication de la provenance du vin, sa dénomination, le nom du domaine où il a été obtenu sont des mentions qui sont portées à la connaissance des clients, et sont autant d'éléments permettant d'évaluer la qualité du produit. C'est également la finalité des appellations d'origine contemporaine. 2. La référence historique, élément nécessaire à l'obtention d'une appellation d'origine. C'est en raison du développement considérable des fraudes sur le vin que la première réglementation concernant les appellations a été prise, dès 1905. En effet, à partir de 1864, le vignoble français était en grand danger de totale disparition, en raison de l'épidémie de phylloxéra. Afin de le reconstituer, une fois la solution trouvée dans l'importation de porte-greffes américains résistants à la maladie, une intense campagne de replantation est menée. C'est historiquement pour lutter contre la fraude que s'est construit progressivement, dès le début du XXe siècle, loi de 1905, le concept d'appellation d'origine. Un décret-loi de 1935 relatif à la défense du marché du vin a créé l'appellation d'origine contrôlée, applicable aux vins et aux eaux-de-vie, et l'organisme chargé de leur définition, de leur protection et de leur contrôle. Leur champ a été ouvert à l'ensemble des produits agricoles et alimentaires, en 1990. La politique française de valorisation des produits agricoles a inspiré l'élaboration d'une réglementation européenne, qui a établi en 1992 le concept d'AOP, équivalent européen de l'AOC, pour les produits autres que les vins et les eaux-de-vie, et l'a ensuite étendu aux vins en 2009. Depuis, l'AOP concerne tous les vins et les produits agroalimentaires européens dont la production, la transformation et l'élaboration sont réalisées dans une zone géographique déterminée, selon un savoir-faire reconnu et un cahier des charges particulier. Si l'obtention d'une marque est assez aisée, et ne nécessite que l'enregistrement d'un signe distinctif licite et disponible auprès des services de l'Institut national de la propriété intellectuelle pour les marques françaises et de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle pour les marques de l'Union européenne,
la procédure d'obtention d'une appellation d'origine protégée est autrement plus longue et complexe. La procédure d'obtention d'une appellation comprend une phase nationale, puis une phase européenne. Pendant la phase nationale, le groupement de producteurs candidat à l'obtention d'une appellation doit déposer un dossier technique comprenant différentes pièces, dont le cahier des charges de la future appellation, que tous les producteurs de l'appellation devront impérativement respecter. Le cahier des charges doit donc présenter la dénomination retenue pour l'appellation, qui est dans l'immense majorité des cas une dénomination géographique, Coteaux-Bourguignon, Nuits-Saint-Georges, Grands-Échezeaux. Il doit ensuite décrire le produit qui bénéficiera de l'appellation, en énumérer les caractéristiques physiques, chimiques, microbiologiques et organoleptiques. Il doit définir l'aire géographique de production, ainsi que les éléments prouvant que le produit est bien issu de cette aire géographique. Il doit décrire les méthodes de production, et les éléments établissant le lien entre la qualité ou les caractéristiques du produit et le milieu géographique. C'est cette dernière partie du cahier des charges qui est la plus délicate à rédiger. En effet, la question de définition de l'aire de production donne lieu à des débats économiques et politiques parfois âpres, dont témoigne, par exemple, la récente extension de l'aire de production de l'appellation Champagne. La définition même du produit par les producteurs intéressés peut donner lieu à de nombreuses négociations. Mais la question de la démonstration du lien entre la qualité du produit et le milieu géographique a posé de réels problèmes aux rédacteurs de cahiers des charges. Il s'agit en effet de démontrer qu'il existe une interaction causale entre l'aire géographique et les qualités spécifiques du produit. Les cahiers des charges présentent cette interaction dans leur point X intitulé « Lien avec la zone géographique », qui se subdivise en 3 sous-parties. 1 degré information sur la zone géographique. A. Description des facteurs naturels contribuant au lien. Et B. Description des facteurs humains contribuant au lien. 2 degrés information sur les qualités et les caractéristiques du produit. 3 degrés interaction causale. C'est dans la description des facteurs humains contribuant au lien et des interactions causales que le recours aux données historiques est systématique. Chaque appellation tente de démontrer l'ancienneté de la présence de la vigne sur son actuelle aire de production et la notoriété de ses produits. Le cahier des charges de l'appellation Bourgogne expose ainsi que la culture de la vigne est attestée dès la période gallo-romaine, figuration de vigne à Escolives-Sainte-Camille près d'Auxerre, une vigne du 1er siècle fouillée à Greuvray-Chambertin, le discours à Constantin de Maine décrivant les vignobles du Pagus Arebrinius près de Beaune au IVe siècle. Si l'on ne s'en tient à titre d'exemple qu'aux 5 plus anciennes appellations viticoles, délivrées le 15 mai 1936 en application de la première loi sur les appellations, force est de constater que la référence historique est systématiquement recherchée, avec une prédilection pour des références aussi anciennes que possible, attestant d'une longue tradition et d'une grande notoriété. L'appellation Arbois se prévaut ainsi de ce que le vignoble du Jura existe déjà à l'époque celte. Les témoignages de son existence abondent à partir de l'an 1000. À partir du XIIIe siècle, les seigneurs de Salins, Othon IV et ses successeurs, puis Philippe le Hardi, duc de Bourgogne, possèdent une grande partie du vignoble d'Arbois. Ils contribuent de manière décisive au développement économique du vignoble, en promouvant ses vins dans toute l'Europe et dans les cours royales. L'appellation Tavel mentionne les nombreux débris de vases en terre décorés de grappes de raisin, découvertes en 1960, au lieu-dit des Rocottes dans des tombes du 1er siècle de notre ère, et ajoute que le document le plus ancien mentionnant les vignes de Tavel date de 897. L'appellation Châteauneuf-du-Pape rappelle qu'au 1er siècle après Jésus-Christ, Pline l'Ancien dans le livre 14 de son Histoire naturelle célèbre déjà les vertus des vins récoltés sur les coteaux qui bordent la vallée de l'Ouvèze. Depuis 2 millénaires, le village de Gigondas, au pied des dentelles de Montmirail vit principalement de la vigne. On attribue aux soldats de la 2e Légion romaine la création des premiers domaines viticoles. L'appellation Cassis fait une référence précise aux archives du XVIe siècle, en rappelant que, sous Charles IX, le vignoble de Cassis commence à produire un peu de vin blanc. On attribue cependant au roi René d'Anjou, comte de Provence, à son retour en Provence après la perte du royaume de Naples, en 1442, l'introduction du cépage muscatel. Paul du Lac, abbé de Saint-Victor, seigneur de la Ciotat,
contribue au développement de ce cépage qui fait alors la renommée de Cassis. Vers 1520, la famille florentine des Albizzi s'installe à Cassis et y introduit de nouveaux cépages muscatels qu'elle plante largement. Les Cassidins étendent progressivement la culture de la vigne sur l'ensemble de leur territoire, et les archives du XVIe siècle font mention des quartiers nord-est orientaux qui s'ajoutent à ceux déjà existants en 1430 dans la partie sud-est. L'appellation Montbazillac expose que les terres de Montbazillac appartiennent à un prieuré bénédictin créé, à Bergerac, au XIe siècle. Les moines y ont défriché la colline pour y planter de la vigne. Totalement accaparés par d'autres tâches, ils délaissent un moment leurs vignes, permettant à la pourriture noble de s'y développer. Ne souhaitant cependant pas perdre le bénéfice de leur récolte, ils découvrent alors l'action bénéfique de Botrytis cinerea. La révocation de l'édit de Nantes, en 1685, oblige quelques grandes familles de la bourgeoisie huguenote à émigrer en Hollande. Cela a pour conséquence de développer d'une manière considérable le commerce des vins de Montbazillac vers les Flandres du Nord. Une véritable hiérarchie s'instaure dans la qualité des vins doux et la notion de cru, ou de vin de propriété, apparaît à travers les marques hollandaises. Au nombre de 32, et toutes situées sur la côte nord de Montbazillac, elles sont estampillées au fer rouge sur les fonds des barriques et constituent le sceau personnel et la garantie des crus nobles de Montbazillac. Il ne faut pas s'étonner du degré de détail et de précision des cahiers des charges. La jurisprudence européenne, comme la jurisprudence interne, sanctionne ceux qui n'ont pas clairement établi le lien à l'origine. C'est ainsi que la CJUE a estimé que les appellations d'origine ne remplissent leur fonction spécifique que si le produit qu'elles désignent possède effectivement les qualités et les caractères dus à la localisation géographique de sa provenance. La sévérité s'explique par le fait que la reconnaissance d'une appellation d'origine permet de restreindre le commerce entre États membres, en utilisant une exception à la libre circulation des marchandises. Comme toutes les exceptions, elle doit être strictement interprétée et ne peut donc être retenue, pour autant que l'appellation d'origine justifie sa spécificité et son lien à l'origine. En droit interne, le Conseil d'État vérifie également que le cahier des charges démontre clairement le lien à l'origine du produit, et l'annule, s'il estime que les mentions ne sont pas suffisantes, comme ce fut le cas en 2017 pour l'appellation Kéran, dont les juges avaient estimé que les indications sommaires du cahier des charges étaient insuffisantes pour décrire les facteurs humains façonnant la qualité ou les caractères propres du produit désigné par l'appellation d'origine et justifiaient l'existence de tels facteurs. De même, le Conseil d'État écarte l'argument historique lorsqu'il n'est qu'affirmé, sans être démontré ou étayé par des sources fiables. Ces quelques exemples montrent que l'appellation d'origine, qui permet de garantir au consommateur une qualité qu'il consent à payer plus cher, repose sur une longue tradition de pratiques culturales et de méthodes de vinification, dont l'histoire peut attester. Tel n'est pas du tout le cas pour les marques commerciales. 3. La référence historique, argument de communication pour un produit culturel. Une marque de fabrique, de commerce ou de service est définie par l'article L711A1 du Code de la propriété intellectuelle comme un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale. Le droit de propriété sur la marque, acquis par l'enregistrement, confère un monopole à son titulaire. Il s'agit donc d'un droit de propriété, à ce titre individuel et exclusif. Le titulaire de la marque jouit de droits exclusifs, l'exclusivité de reproduction, d'usage, d'apposition, et il recueille les fruits commerciaux de ce signe attractif. La marque fait partie de son fonds de commerce et en constitue parfois l'élément majeur, et fait partie des actifs de l'entreprise qui la détient. Le titulaire choisit librement sa marque, définit librement sa politique de marque, choisit les supports et l'emplacement du signe, détermine une stratégie, décide d'une extension de la protection à l'extérieur des frontières nationales. La marque est un signe distinctif. En elle-même, elle ne dit rien de la qualité du produit, contrairement à l'appellation. Souvent, un même vin porte à la fois sur son étiquette une appellation d'origine et une marque. Un vigneron dans une appellation souhaite en effet que les consommateurs identifient son vin, comme appartenant à l'appellation, mais également qu'il le distingue de ceux des autres producteurs de l'appellation. L'appellation d'origine permet de situer le type de vin.
À l'intérieur de cette catégorie, désormais assez uniforme, les producteurs peuvent chercher à se distinguer par l'apposition d'une marque, afin que le consommateur retrouve leurs produits dans cette appellation particulière. Les textes européens, qui organisent la cohabitation entre les marques et les appellations, ont été récemment réformés et ont introduit une nouveauté qui intéresse plus particulièrement le milieu vitivinicole. De nouveaux droits antérieurs peuvent justifier un refus d'enregistrement de marque. Désormais, outre les appellations d'origine et les indications géographiques, les mentions traditionnelles pour les vins, les spécialités traditionnelles garanties et les dénominations des variétés végétales, lorsqu'elles sont protégées au niveau national, constituent également des antériorités faisant obstacle à l'enregistrement d'une marque. L'existence d'une indication géographique protégée ou d'une appellation d'origine fait obstacle à l'enregistrement d'une marque qui reprendrait tout ou partie de l'appellation pour un produit de même catégorie que ceux couverts par l'indication, et créerait ainsi un risque de confusion dans l'esprit du public. L'organisme de défense et de gestion de l'appellation est donc recevable à former une opposition à la demande d'enregistrement de la marque. Pour conclure, si l'on se demande quelle est la place de la référence historique dans les marques de vin, on rappellera que certains termes, particulièrement évocateurs, renvoient au patrimoine, à l'histoire et à la culture. En France, les termes château, domaine ont un sens fort qui évoque les possessions patrimoniales des temps anciens. Selon l'Office européen de la propriété industrielle, il y a dans le monde 13 329 marques de vin dont le nom commence par le mot château, dont 11 600 en France, et 5 936 marques de vin enregistrées dont le nom commence par le mot domaine, dont 5 183 en France. Le lien très particulier que la marque de vin entretient avec le terroir dont le vin est originaire a conduit le droit à élaborer un régime juridique particulier. La question viticole, pendant la guerre de 14, perçue à travers les archives du Conseil général de la Gironde. Bernard Gallinato Contino. Sous le Second Empire, époque faste pour l'économie française, la renommée des vins de Bordeaux s'affirme dans le monde entier. Avec l'outil de promotion remarquable qu'est le fameux classement de 1855, élaboré à l'occasion de l'Exposition universelle, Médoc et Sauternes figurent désormais au rang des plus grands vins du monde. Parallèlement, le vignoble girondin connaît une ascension considérable. Sans qu'il soit possible de donner des chiffres précis, il gagne des milliers d'hectares en peu d'années, pour vraisemblablement dépasser les 150 000 hectares dès les premières années de l'époque impériale, soit 15% environ de la superficie du département. Il produit alors, comme sa rivale la Bourgogne, une grande diversité de vins allant des vins communs aux plus prestigieux. Par la suite, tout au long de la Troisième République, ce fleuron de l'économie bordelaise connaît de belles réussites et à la veille de la guerre de 14, il dispose d'un support juridique, avec surtout le décret du 18 février 1911 sur la délimitation administrative Bordeaux. Avec ce texte, il est acquis que la zone Bordeaux correspond au périmètre du département de la Gironde, excepté la partie sud-ouest de son territoire de landes et de forêts impropre à la culture de la vigne. Malheureusement, des moments bien sombres émaillent cette riche histoire. Aux calamités climatiques, phénomènes de tous les temps, s'ajoutent les maladies parasitaires désastreuses, avec au premier plan l'invasion phylloxérique, corollaire d'une production de qualité, source de bien des convoitises de gens malhonnêtes, ou d'une baisse de la production causée par les phénomènes précédents. Les pratiques frauduleuses s'intensifient. Les retards de l'exploitation restent difficiles à résorber et les crises de surproduction et de mévente bouleversent périodiquement le secteur vitivinicole. Ainsi, dans les années 1900, le vignoble girondin connaît une situation préoccupante, bien que moins grave que celle du Midi. Rien d'étonnant dans ces conditions, que les questions viticoles mobilisent de nombreuses énergies, celles de milieux économiques, de la science, des administrations centrales et locales. En Gironde, le Conseil général fait montre d'une attention soutenue pour tous les sujets y afférents. À la recherche permanente de remèdes aux fléaux qui menacent la production et la commercialisation des vins, il agit de concert avec le préfet. L'agent de l'État se montre attentif à ces difficultés et passe plus comme un collaborateur qu'un supérieur hiérarchique de l'Assemblée départementale. Les conseillers généraux apparaissent comme des acteurs de premier plan pour débattre sur les fléaux dont souffrent périodiquement le vignoble et le vin,
et livrer un combat permanent pour tenter d'éradiquer ces menaces. Hommes de terrain, bons connaisseurs des difficultés économiques de leur canton, ils se montrent d'autant plus pragmatiques et réalistes que la moitié des élus girondins sont sous la Troisième République, vignerons ou négociants, dans un département dont les 4/5 des 50 cantons sont complantés en vignes. En 1914, lorsque la France entre dans la guerre qu'on espère courte, on n'imagine pas encore que le vignoble girondin, comme celui des autres régions françaises, bien que situé en dehors des zones de combat, va gravement pâtir du conflit. La guerre, avec l'immense mobilisation des hommes de la terre et les énormes besoins des troupes à ravitailler, soulève des problèmes inédits tant pour le négociant que pour le vigneron. De longs débats, qui rendent bien compte du climat général, leur sont consacrés lors de chacune des 2 sessions annuelles de l'Assemblée départementale de la Gironde. Ces délibérations représentent d'utiles archives. Elles offrent non seulement des témoignages des difficultés auxquelles ont été confrontés les hommes de la vigne et du vin dans le climat bien sombre des 4 années de guerre. Elles montrent aussi une assemblée concernée, force de proposition à la recherche de solutions pour permettre au secteur clé de l'économie girondine de traverser ces années de guerre sans subir trop de pertes. 1. Le Conseil général, témoin des difficultés du milieu viticole. Alors que la France s'enlise dans le conflit, le gouvernement se voit contraint de recourir à des pratiques économiques exceptionnelles pour les mettre au service de l'effort de guerre. Cela suppose des choix préjudiciables à une partie de l'activité du pays, dont le travail de la vigne et le marché du vin. S'y ajoutent inévitablement, dans le contexte mouvementé de la guerre, d'autres facteurs externes d'aggravation du désarroi girondin, étrangers aux stratégies économiques de l'État. À une pénurie dans le cadre de l'économie de guerre. Aux troubles causés par le départ massif des hommes pour le front, que ceux restés à l'arrière ressentent cruellement au moment des travaux saisonniers, s'ajoutent les effets de l'économie de guerre sur le vignoble. Elle repose sur un dirigisme gouvernemental visant à intensifier la production d'armements et assurer le ravitaillement des troupes. C'est pourquoi la possibilité d'importer comme celle d'exporter dépend des intentions gouvernementales. Les matières jugées non prioritaires viennent donc à manquer. Une des principales inquiétudes du Conseil général concerne l'approvisionnement du sulfate de cuivre. Comment pourvoir la Gironde dont les besoins s'élèvent à plus de 6000 tonnes chaque année? Il existe bien quelques usines françaises, mais ces dernières tournent au ralenti. En réalité, avant la guerre déjà, la plus grosse partie des besoins de la France en sulfate de cuivre provenait d'Angleterre et le Conseil général voyait avec quelque inquiétude l'augmentation de son coût. Avec l'économie de guerre, ce produit jugé non prioritaire dans les importations vient donc à manquer. En 1916, à la veille des sulfatages de printemps, l'Assemblée départementale décrit une situation dramatique. Cet état de pénurie s'avère d'autant plus difficile pour la Gironde que les sulfates arrivés d'Angleterre au port de Bordeaux pourraient être ensuite distribués dans les différentes régions viticoles du pays. Aussi centralise-t-elle toutes les inquiétudes des vignerons de France en attente d'être pourvus. Le soufre en provenance d'Italie et d'Amérique fait également défaut de même que l'acide sulfurique dont les vignerons ont besoin dans le traitement de plusieurs maladies parasitaires. Contre l'anthracnose, ils l'utilisent par mélange avec du sulfate de fer dans l'eau. Contre le black rot, une quantité de bouillie bordelaise additionnée d'une solution d'acide sulfurique s'avère efficace. De même, le bois mérin, nécessaire à la fabrication des barriques, n'arrive plus qu'en très faible quantité et avec l'économie de guerre, l'importation des feuillards n'est autorisée que pour répondre aux besoins de l'administration de la guerre. Le Conseil général note qu'au moment des vendanges, bien des récoltants se trouvent démunis de futailles et se voient contraints de réparer les anciennes. Une autre inquiétude provient des négociants. Avant la guerre, leur commerce nécessitait la fourniture annuelle de 28 millions de bouteilles. Leur production provenait pour l'essentiel des usines de Bordeaux et de Carmaux, dont le bassin houiller assurait la prospérité des verreries. Or le charbon est en grande partie réservé aux industries de guerre si bien que, face à cette politique de restriction, la fabrication bordelaise a cessé et le nombre de bouteilles en provenance de Carmaux a considérablement diminué. D'ailleurs se pose aussi le problème du transport. Les wagons de la Compagnie du Midi sont affectés au ravitaillement de l'armée. Comme l'exprime le préfet Olivier Bascou. Pour le soufre, la question est plus délicate.
Ce n'est pas la marchandise qui fait défaut, mais nous sommes momentanément dépourvus de moyens de transport pour l'amener en Gironde, la presque totalité des wagons dont disposent les compagnies de chemin de fer étant affectée par priorité au transport des engrais pour l'agriculture et des pommes de terre de semences. Les élus ne se bornent pas à évoquer les effets fâcheux de l'économie de guerre en Gironde. Comme cela arrive sur bien des sujets, ils se montrent critiques face à certaines décisions du pouvoir central qu'ils jugent contraires aux intérêts départementaux. Apparaissent, au fil des débats, des manifestations de la sourde opposition entre Paris et la province. Ils désapprouvent l'inertie de l'administration centrale dans ce contexte de pénurie, le manque de réponse à leurs vœux et surtout les situations inégalitaires que créent les réquisitions destinées à pourvoir le front puisque, affirment-ils, les propriétaires des crus classés, tels ceux du Médoc et du Sauternais, y échappent, ainsi que certains départements producteurs. Ils préconisent de laisser à ces exemptés la faculté de fournir en vins ordinaires le contingent auquel ils seraient astreints. Ils s'élèvent d'autant plus contre les réquisitions qu'ils ne les jugent pas indispensables et notent qu'un élément de leur définition juridique fait défaut, leur caractère exceptionnel. En ce domaine encore, la question de la taxation des denrées soumises à la réquisition suscite des réactions puisqu'en vertu de la loi, toutes les prestations donnent droit à des indemnités représentatives de leur valeur. Ils réclament le relèvement de leur montant qu'ils estiment très inférieur au cours normal des ventes commerciales. Priorités économiques et réquisitions jettent le trouble chez les vignerons et négociants, et le Conseil général véhicule leurs inquiétudes, d'autant qu'existent des facteurs d'aggravation de la pénurie. Une pénurie liée à des facteurs externes. À diverses reprises, les conseillers généraux s'émeuvent du contexte troublé qui, outre les choix économiques de l'État français, fait obstacle au ravitaillement. La guerre, comme toujours, apporte des freins au commerce. Si les États de l'entente arraisonnent les navires et saisissent les cargaisons destinées à l'Allemagne et ses alliés pour les empêcher de se ravitailler en nourriture et en matières premières nécessaires aux équipements militaires, l'Allemagne, de son côté, engage une guerre sous-marine destinée à couper les communications entre la Grande-Bretagne, la France et leurs sources d'approvisionnement. Le Conseil général ne manque pas de souligner cette réalité et note qu'à supposer que des stocks parviennent dans un port français de l'Atlantique ou de la Manche, il reste dangereux de naviguer d'une zone portuaire à l'autre. Une autre cause de la pénurie tient aux nouvelles stratégies économiques des pays traditionnellement fournisseurs. L'importation du sulfate de cuivre en offre une illustration. Quand bien même la France l'aurait rangé parmi les achats prioritaires, il resterait difficile de s'en procurer en quantité suffisante. L'Angleterre souhaite se montrer bienveillante à l'égard de ses alliés gros producteurs de vin, le Portugal et l'Italie. Elle décide brusquement de vendre une grosse partie de sa production de sulfate de cuivre à ces deux nations, alors qu'antérieurement ce produit était destiné à la France seule. Les élus condamnent le comportement de la bureaucratie anglaise qui, selon eux, répartit le sulfate comme elle l'entend et réagit toujours avec retard. L'achat des mérins russes issus de l'exploitation des forêts sur les bords de la Volga s'est interrompu. Déjà très réduit avec la guerre des Balkans en 1912 à 1913, il cesse complètement. D'autres pays vendaient des mérins à la France avant la guerre. Mais pour des raisons diverses, leurs importations ont cessé ou ont fortement diminué. L'Autriche-Hongrie consacre sa production à l'ébénisterie. Le gouvernement roumain entend protéger ses forêts en fort recul, tandis que l'Amérique du Nord pratique des tarifs prohibitifs. Le comportement classique de ceux qui profitent de la pénurie des marchandises en temps de guerre, pour s'enrichir, aggrave encore l'état de manque. Le Conseil général donne des exemples des manœuvres spéculatives les plus fréquentes, pratiques universelles qui ont cours aussi bien à l'étranger qu'en France. Dans tous les cas, les vignerons en pâtissent. Le marché du sulfate de cuivre offre l'illustration d'une pratique courante en Angleterre. Le marchand sollicité déclare ne pas pouvoir satisfaire la demande de son client et renvoie ce dernier vers un de ses confrères auprès duquel il reçoit la même réponse. L'acheteur affolé, craignant de se trouver démuni, exagère sa demande et dès qu'il trouve un vendeur, achète au-delà de ses besoins au prix fort et participe à la hausse des prix sur un marché peu fourni. D'autres accapareurs savent tirer parti de la rareté des mérins. Privés de tonneaux pour loger leur vin, les vignerons se résignent à céder à vil prix leur récolte sur pied à des acheteurs peu scrupuleux.
Ces derniers, flairant l'aubaine, parcourent les campagnes girondines et réalisent d'excellentes affaires. Les élus n'ont pas de mots assez durs pour condamner la spéculation et le comportement de ces accapareurs capitalistes sans scrupules, qui font preuve de déloyauté sociale et recourent à des pratiques scandaleuses, pour acquérir des vins sur souche au prix de 1000 francs le tonneau pour le revendre entre 3000 et 4000 francs. Tous déplorent ces agissements malhonnêtes et certains, à travers leur engagement politique, se montrent particulièrement virulents, tel ce militant de l'ancien Parti ouvrier socialiste révolutionnaire POSR, devenu membre de la SFIO, pour lequel ces requins de la vigne font monter les prix de façon excessive, si bien que les ouvriers et les poilus en permission doivent renoncer à boire du vin. Le manque d'hommes et de matières premières entraîne une chute sensible de la production dès le début de la guerre. Après la très bonne année 1914, avec une production de 5 300 000 hectolitres de vin, la récolte de 1915 dépasse à peine 1 100 000 hectolitres, selon les chiffres officiels. Celle des 3 années suivantes, tout en restant inférieure aux résultats d'avant-guerre, augmente sensiblement. Il faut dire que, malgré toutes les difficultés soulignées, les efforts conjugués des administrations centrales et locales ont permis d'atténuer pour partie les effets désastreux de la guerre, comme le montre l'activité déployée par le Conseil général de la Gironde. 2. Le Conseil général au secours du monde viticole. Par quels moyens pourvoir la Gironde en marchandises nécessaires aux vignerons et aux négociants ? Comment assurer les travaux de la vigne en l'absence des hommes ? Ces deux sujets donnent lieu à bien des débats entre élus. A. Des remèdes à la pénurie de matières premières. Pour participer à la gestion de la pénurie, le Conseil général assume sa mission traditionnelle. Il apparaît comme une force de proposition dont les membres multiplient les vœux auprès du pouvoir central, adressés par l'intermédiaire du préfet. C'est ainsi qu'à maintes reprises, il décrit le désarroi des vignerons des cantons de Gironde et souhaite que des mesures d'ensemble soient prises pour que le vignoble national soit fourni en provisions suffisantes de matières premières, milite pour un abaissement des droits de douane pour agir sur les coûts et favoriser les importations, réclame l'ouverture de négociations avec l'étranger, souhaite que la France fabrique davantage de sulfate pour atteindre l'autosuffisance et demande que l'État accorde des dérogations des importations du bois et du charbon. Au printemps 1916, face à la gravité de la situation, le président de l'Assemblée départementale, Ernest Moniz, se met en relation avec le ministre des Affaires étrangères, Aristide Briand, le ministre de l'Agriculture, Jules Méline, et l'ambassadeur de France à Londres, en vue d'amener le gouvernement anglais à délivrer des licences d'exportation pour les chargements de sulfate de cuivre dans les ports anglais. Même si le département dispose de quelques dizaines de tonnes de sulfate de cuivre, cela est bien loin de suffire pour répondre aux demandes inscrites. Malheureusement, la réponse évasive de Méline n'est pas de nature à rassurer les élus. J'ai fait le maximum d'efforts possibles pour obtenir l'exportation de sulfate de cuivre du gouvernement anglais. J'ai fait venir à Paris notre agent spécial de Londres. Je saisis de la question le ministre des Affaires étrangères et notre ambassadeur. Le Conseil général utilise toutes les voies possibles pour faire entendre le désarroi girondin. Il réclame le soutien des parlementaires du département, chargés de monter à la tribune de la Chambre pour exprimer ses doléances. Il va même jusqu'à envoyer des délégations à Paris, formées de quelques-uns de ses membres, pour rencontrer le ministre de l'Agriculture ou celui de l'Armement, comme le propose notamment Marcel Courrèges-Long en mai 1916. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.